Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce débat sur l'essentiel, pour cette rencontre avec ceux qui, comme l'a dit François Vallat, le président de SOS Méditerranée, dans une interview à Mediapart, ceux qui s'efforcent de sauver notre âme, celle de l'Europe, ceux qui appliquent ce simple principe d'humanité que connaissent les marins. Quand quelqu'un coule, quand quelqu'un se noie, on le sauve. On ne lui demande pas d'où il vient, quelle est sa couleur de peau, quelle est son origine, comment il va voter. On fait simplement le respect de ce principe d'humanité, ce geste d'humanité, la solidarité. Si vous êtes nombreux ici, dans ce festival qui depuis 40 ans l'incarne, de Bretagne et du monde, du tout monde et du tout vivant du monde, c'est justement parce que, en ce début de XXIe siècle, dans notre pays, la France, ce simple geste d'humanité que l'on enseigne dans les écoles, qui est prévu dans l'enseignement moral et civique que l'on enseigne à l'école primaire, dans les collèges, dans les lycées. Bref, ce mot solidarité est aujourd'hui devenu un délit. C'est de cela dont nous allons parler avec ceux qui honorent les valeurs qui nous convoquent, qui sont pour nous les justes d'aujourd'hui. Il y a là le collectif de la Roya citoyenne, ceux qui, avec Cédric Héroux, celui-là même qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'à la prochaine récidive, ce sera la prison ferme. Il y a donc Catherine Gros et Suzette Priot pour le collectif de la Roya citoyenne. Merci d'être venus et merci. Venus d'encore plus loin, 2 marins de l'Aquarius, Simon Rochard qui est de Douarnenez et Stéphane Brault sont là pour SOS Méditerranée. Et puis il y a Félix Tiouka qui est maire adjoint de la commune de Awala Yali-Mapo, militant des peuples autochtones d'un fleuve, d'un grand fleuve, le Maroni. Et puis enfin, Michel Agier, qui est anthropologue et qui met son savoir, sa connaissance pour nourrir d'arguments ce devoir d'hospitalité qui nous requiert. Il a travaillé sur les camps, il a travaillé sur ce qu'il appelle l'homme cosmopolite. Le fait qu'il n'y a d'identité que de relation, qu'en relation, comme disait Édouard Glissant, qui connaissait bien le festival de Douarnenez, que nous sommes faits du monde, que nous sommes des ponts. L'homme est un pont, comme disait Jean-Pierre Vernant dans un des derniers textes qu'a écrit ce Juste. Jean-Pierre Vernant disait aussi que le devoir, c'est simplement de dire non à l'injustice, de ne pas chercher de garantie. Il y a des moments où, quand l'essentiel est en jeu, eh bien, on doit être au rendez-vous de notre liberté. Et il disait qu'il faut dans ces cas-là être simplement un grain de sable qui enraye les lourdes machines. Tous ceux qui sont là, toutes celles et tous ceux qui sont là, sont pour moi ces grains de sable dont on dira dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelles que soient les défaites momentanées, que ce sont eux qui ont sauvé l'essentiel, qui ont sauvé les idéaux de l'avenir et du futur. Voilà, je suis un peu grave parce que la situation est grave, parce que nous ne sommes pas dans un pays où il y a eu, comme à Barcelone, et Dieu sait si Barcelone a montré sa capacité de résilience tout récemment, mais à Barcelone, il y a eu d'immenses manifestations de solidarité avec les migrants.
En France, il n'y a pas eu ces grandes marches, il n'y a pas eu ces grandes mobilisations, pas plus que sur les questions de droits élémentaires, de liberté fondamentale. De la même manière que nous avons su dire qu'un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre, un peuple qui n'est pas au rendez-vous de l'humanité vis-à-vis de ceux qui frappent à sa porte, ne saura pas défendre des principes d'humanité en son sein. Alors, nous allons illustrer tout cela. J'étais hier à Attac, Université européenne des mouvements sociaux, et j'ai rencontré le mouvement qui est l'équivalent d'Attac Global Justice Now, le mouvement britannique. Ils ont fait toutes sortes d'actions. Et là, je vous montre ça, qui est très pédagogique. Ce n'est pas une crise des migrants, ce n'est pas une crise migratoire. C'est une crise de l'inégalité, c'est une crise de la guerre, c'est une crise de l'exploitation des ressources, c'est une crise du changement climatique. Et ils développent tous ces arguments qui montrent qu'évidemment, ça ne s'arrêtera pas, que cette humanité qui vient vers nous, faire le tri entre migrants et réfugiés n'a aucun sens, qu'elle fuit de façon indissolublement liée aussi bien des injustices sociales que des dénis démocratiques, que des désordres guerriers, que des dérèglements climatiques, que tout cela va ensemble et qu'évidemment, il y a des solutions et qu'évidemment, nous pouvons les accueillir. Damien Carême, autre juste, l'a montré à Grande-Synthe. Ce serait justement le moment où il nous faudrait ce « en même temps que » qu'un certain Jupiter qui devrait redescendre sur Terre a prétendu illustrer comme pédagogie. Oui, bien sûr, l'accueil pose parfois des questions concrètes, matérielles. Oui, il faut ensuite préparer l'intégration, discuter, accueillir, expliquer. Bien sûr que cela ne va pas toujours de soi comme une idée abstraite. En même temps, nous n'avons pas le choix. En même temps, nous sommes dans ce monde interdépendant. Nous sommes liés au monde. Et si nous nous fermons à ce monde, si nous continuons, comme le fait cette présidence ainsi que les précédentes, à faire la pédagogie de l'indifférence, de l'égoïsme, c'est nous-mêmes qui nous perdrons. C'est nous-mêmes qui ne saurons plus être solidaires les uns des autres, défendre nos propres droits, défendre les fraternités et les solidarités entre nous. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Maintenant, je vais me taire et laisser la parole à ceux qui sont sur le terrain. Alors, d'abord, je vais donner la parole à l'action des collectifs, donc à la Roya et à l'Aquarius, qu'ils expliquent concrètement ce qu'ils font. On va commencer par la Roya. Bonsoir, merci d'être nombreux. C'est un peu impressionnant. Alors la Roya, déjà pour ceux qui ne savent pas, je pense que de plus en plus de personnes le savent, mais on est juste au-dessus de Menton, de Vintimille plutôt, et dans la continuité, c'est-à-dire que sur la nationale, qui maintenant est une départementale, vous passez de l'Italie à la France et à nouveau à l'Italie, entre Vintimille et Cuneo et après Turin. C'est pour ça que quand les gens sont arrêtés à la frontière à Vintimille, que ce soit comme en 2011, après le printemps arabe, tous les Arabes, donc, que ce soit maintenant, il y a deux solutions. Pour rentrer en France, qu'ils veulent, enfin ils ne veulent pas rester en France souvent, mais ils veulent continuer leur voyage, il faut passer soit par Menton, soit par la vallée de la Roya. Et là, vous avez deux solutions pour la France. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2015, eh bien, on a fermé la frontière. Alors, on n'a pas pu la fermer complètement, puisque avec Schengen, les accords de Schengen, on ne peut pas fermer complètement, mais on a mis ce qu'on appelle des PPA. Alors, bon, nous, on a aussi découvert ce que c'était que les PPA. Hein. Il y a les points de passage autorisés, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés qu'aux gens qui ont les papiers, et on peut arrêter ceux qui n'en ont pas. Donc, bien sûr, les politiques ont réussi à trouver des endroits. D'abord sur Menton, et là, ils ont blindé. Ce qui fait que, comme c'était blindé du côté de Menton, eh ben, les gens sont remontés dans la vallée de la Roya. Et c'est là que nous, habitants, nous avons vu plein de Noirs. Voilà, plein de Noirs, affamés, fatigués,
et puis cherchant un peu où aller. Plusieurs solutions. Soit vous faites comme si vous n'avez rien vu, c'est le cas de certains, soit vous dénoncez, vous appelez vite la police pour dire j'ai vu des noirs, soit vous essayez de faire quelque chose. Alors, soit ponctuellement, c'est-à-dire quand les gens passent, vous donnez à manger pour qu'ils puissent poursuivre, soit vous les hébergez. Et il y en a qui ont fait ça, vous les nourrissez, vous les hébergez. Après, il y a à aider pour qu'ils poursuivent leur voyage. Donc c'est un petit peu ça. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'on n'a pas cherché le problème, il est venu jusqu'à nous, si problème il y est. Et surtout, au départ, c'était des individus. Et au bout très rapidement, on s'est dit, de toute façon, ça va durer, comme vous disiez. Il faut que s'organiser. Donc, on a fait une association, pas un collectif, qui s'appelle Roya Citoyenne. Et c'est vrai que la figure de proue que vous connaissez le plus, c'est Cédric, parce qu'il a fallu faire de la communication. Mais ça, Suzelle vous en parlera. Voilà. Donc ça, c'est en début 2016 qu'on a eu beaucoup de monde qui est passé. Après, on vous dira qu'il y a la population de Roya, il y a aussi la gendarmerie. Alors les gendarmes locaux, bon, ils n'ont pas été très efficaces, on va dire, pour nous embêter. Ils ont fermé un peu les yeux. Cédric, notamment, hébergé, il savait. Françoise Cotta aussi, dont on a moins parlé, qui est une avocate parisienne. Bon, et puis, ils nous laissaient un peu faire. Parce qu'eux, ils ont vu comme nous comment c'est arrivé. Sauf que ça n'allait pas bien nos politiques. Donc, on nous a renvoyé d'abord l'opération Sentinelle, et puis après des brigades mobiles. Ça, c'est depuis cet hiver, on a des brigades mobiles. Ce qui fait que dans la vallée de la Roya et la vallée de la Bévéra, qui est un peu plus loin, vous avez à peu près 300 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez la pression. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est toutes les deux de Saorge. Un jour, il y avait 21 gendarmes dans un village de 400 habitants, dont il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, ils ne sortent pas. C'est impressionnant. C'est pour vous rendre compte un peu. Et du fait de la présence de ces forces de police diverses, les migrants prennent de plus en plus de risques. Au lieu de faire comme on y faisait au départ, ils suivaient le tunnel des trains, etc. Et bien là, ils passent dans les chemins, et plus les chemins balisés, mais dans les montagnes de plus en plus graves, plus en plus haut. Ils arrivent souvent dans des états piteux, et on pense qu'on va trouver des morts. D'ailleurs, il y en a eu déjà 16. Je passe la suite. C'est ma copine qui va vous expliquer. Alors, d'abord, Cédric devait être avec nous, donc je vous demande de l'excuser, mais effectivement, on ne peut pas être partout. On a un copain de notre CA qui est à l'université d'été de Attaque. Cédric est mobilisé sur des actions judiciaires. On reviendra sur l'actualité dans la Roya qui évolue très très vite. En ce moment, tout est bloqué. Voilà, donc on reviendra dessus un peu plus tard, si vous voulez poser des questions. Enfin, on vous expliquera ce qui se passe. Là, pour vous dire un petit peu comment on a essayé de s'organiser, évidemment, l'association a été créée pour organiser la solidarité, en fait. Donc, évidemment, déjà pour pouvoir récolter des fonds, bien sûr, et ces fonds, ils servent à... Alors, l'association s'est constituée d'abord avec une visée qui était a priori humanitaire, c'était les maraudes à Vintimille, qui continuent au jour d'aujourd'hui. C'est variable. Il y a eu pendant tout l'été environ 700 repas par jour servis à Vintimille, dans la rue, pour des gens qui dorment dehors, mineurs, adultes, voilà. Là, le nombre se réduit un peu. On repasse à 300, 200. Ça, c'est une chose. Et puis, différents champs d'action. Et l'association a connu, on pourra y revenir aussi si vous le souhaitez, beaucoup de questionnements, évidemment, puisque dans un premier temps, ça a été l'humanitaire qui a été mis en avant, mais très vite, il y a eu un questionnement. Est-ce que c'est politique ?
oui, évidemment, c'est politique. Donc, on a acté sur le fait que, oui, nos actions étaient politiques et que, comment dire, on avait simplement différents champs d'action. À côté de ces actions plus humanitaires, il y a tout le champ judiciaire et juridique sur lequel on est de plus en plus présent pour tout simplement faire valoir les droits fondamentaux des migrants à la frontière franco-italienne, qui est une zone de non-droit, tous les jours depuis 2015. Déni de droit d'asile, contrôle aux faciès, des mineurs isolés renvoyés en Italie, etc. Faux en écriture de la part de la PAF, etc. Voilà, on reviendra là-dessus si vous voulez ultérieurement. Et communication, bien sûr, parce que toutes ces actions-là, toutes ces actions qu'on mène, il faut les faire connaître. Donc ça a été les médias, les contacts avec les autres associations, se mettre en réseau, etc. Et ensuite, est-ce que j'en oublie un champ d'action particulier? Non, je crois que voilà. Et bien sûr, un volet hébergement, l'accueil lui-même, qui a toujours été chez des privés, évidemment. Bon, Cédric est un des plus connus, mais il y a eu des périodes où une cinquantaine de personnes dans la vallée hébergées. Il faut savoir, Catherine ne l'a pas dit, mais qu'en fait, nous sommes des petits villages. 500 habitants, 800, 1000 habitants, voilà. Bon, je vais peut-être passer Catherine la parole. disait ce qui manque, Oui. c'est la sensibilisation Voilà. de la population. Oui, bon, il l'a repris. Simplement par manque de temps et parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour la masse de travail qu'il y a à faire, tout simplement. Donc, effectivement, nous-mêmes jugeons que c'est un travail que nous ne faisons pas suffisamment. Et là aussi, on pourra en reparler, mais il y a une montée évidente des actions de l'extrême droite dans notre vallée. Dans les Alpes-Maritimes, il est bien connu que ce n'est pas une terre de gauche. Mais franchement, là, on est la cible d'attaque très forte de l'extrême droite. Notre association elle-même, aussi de manière individuelle, nos avocats, on travaille avec un collectif d'avocats, nos avocats aussi sont la cible de menaces. Et bien sûr, Cédric, en particulier, une menace de mort plusieurs fois par semaine. Voilà, donc c'est un travail qui manque, un travail de sensibilisation, de pédagogie, etc. Je regarde si j'ai oublié de... Bon. De toute façon, on a le temps et il y aura débat avec la salle. Donc Simon et Stéphane, on va voir du côté de la mer Méditerranée. Je rappelle juste... pour SOS Méditerranée, il faut que vous sachiez qu'une journée en mer coûte 11 000 €. Le crowdfunding, comme on dit, le financement participatif existe. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez vous inscrire pour un don de 5 € mensuel, de 10 €, plus selon vos moyens. Mais n'oubliez pas ça. Une journée en mer, les États ayant failli, ils vont nous l'expliquer, et essayant même, de la même manière qu'on criminalise la solidarité concrète qui est faite ici même en France, eh bien, on essaye, et avec des poursuites en Italie, de criminaliser ce simple geste qui est le sauvetage, l'aide en mer. À vous. Donc, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter un peu qui nous sommes, SOS Méditerranée et nos activités. Alors, on est une association civile de sauvetage en mer qui s'est créée dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire en 2015. On sait que devant la Libye, au large de la Libye, tous les jours quasiment, il y a des personnes en exil qui ont besoin de prendre la mer et qui le font dans des conditions très difficiles, très dangereuses, et beaucoup meurent. Et donc en 2014, il y avait une réponse institutionnelle de l'Italie par le biais de sa marine qui s'appelait Mare Nostrum. Donc Mare Nostrum était devant la Libye pour venir en aide à ces gens. Donc c'était voilà. Donc au bout d'un an, après avoir comme secouru 150 000 personnes, l'Italie demande de l'aide un peu à l'Europe et
il est décidé d'arrêter l'opération Mare Nostrum. Donc voilà, donc il a abandonné le sauvetage. C'est l'Europe qui, en fait, demande ça, hein, qui ne répond pas, et du coup, ils mettent Frontex, c'est-à-dire l'inverse. Hein. Voilà, on passe d'une mission de sauvetage à une mission de surveillance de cette frontière au sud de l'Europe, qui est en pleine mer, en Méditerranée, devant la Libye. Voilà, donc face à ça, donc une mobilisation citoyenne d'humanitaires et de marins qui essayent de mettre sur pied donc cette société de sauvetage, parce qu'on sait qu'il y a des gens à aller aider et que ce ne sont pas des accidents. C'est-à-dire que c'est sûr, ça va se passer. Du coup, la création de SOS Méditerranée, c'est en 2015. Et après, donc, en début 2016, il y a 1 an et demi, après avoir réussi, grâce à du financement participatif sur Internet, à solliciter les citoyens pour recevoir des dons, on a pu affréter un bateau, l'Aquarius, et constituer un équipage et se rendre donc sur zone devant la Libye dans les eaux internationales. Donc voilà, donc ça fait 1 an et demi que l'Aquarius se présente dès qu'il peut devant la Libye. Et voilà. Et donc en 1 an et demi, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus de 22 000 personnes qui ont été accueillies à bord, secourues. Voilà. Ça représente plus d'une centaine d'opérations de sauvetage. Donc voilà. Et ça a toujours lieu. Et ce que je voulais dire, ce qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, quand on est en exil, qu'on a besoin de fuir pour rejoindre l'Europe, quand on est en Afrique, on est obligé de passer par cette route maritime de la Méditerranée centrale, par la Libye. Et les conditions dans lesquelles cela se fait font que les gens, ces personnes-là qui fuient, sont mises sur des bateaux qui ne sont incapables de traverser par leurs propres moyens la mer. Donc tous les gens qui sont en exil sont obligés de passer par cette case naufrage, sont obligés d'être secourus. Voilà, donc sinon sur SOS, je sais plus, j'oublie beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vais laisser aussi la parole à Stéphane à côté de moi, qui était encore la semaine dernière à bord et qui peut vous décrire un peu la situation actuelle. Alors, déjà, pour rappeler le contexte, depuis 2000, il y a eu plus de 46 000 morts sur cette route migratoire de la Libye vers l'Italie. Ce qu'on peut noter également, c'est donc là, on a eu la criminalisation des ONG. On parle de pull factor, c'est-à-dire que les Italiens disent que les Italiens ou les politiques européens disent que si les ONG sont là, ça fait plus de départs. C'est faux parce qu'en 2015, il y avait autant de départs et personne à faire de sauvetage. Les personnes qui sont sur les plages sont forcées de quitter la Libye. Elles ont une arme sur la tempe. Si elles disent non, elles se font juste abattre. Et donc, elles font le choix. Elles ne font pas le choix de quitter la Libye. Elles sont forcées de quitter la Libye. Et derrière tout ça, c'est tout un trafic humain. Nous, ce qu'on entend des témoignages, c'est que la Libye, c'est des viols et du proxénétisme pour les femmes. Tout ça dans un contexte de racisme envers les personnes de couleur noire. On les rackette même jusqu'en mer, c'est-à-dire que les gardes-côtes libyens les rackettent en mer, dans la bande des 12 000. Et du coup, ce qu'on rencontre à bord, c'est vraiment des personnes qui ont perdu toute dignité, perdu tout sens humain, et on essaie de leur rendre ça tout doucement, par d'abord du repos. Avec notre partenaire Médecins Sans Frontières, on leur prodigue des soins et on leur donne un peu de chaleur et la discussion si
si ils ou elles veulent discuter avec nous. Et c'est vraiment des moments, alors quand c'est le sauvetage, c'est des moments très intenses, très éprouvants. Et on a l'après-sauvetage quand on rentre vers l'Italie, où on passe des moments très forts et très enrichissants. Après, on a toujours ce froissement ou ce pincement au cœur au moment où on atteint les côtes italiennes et on voit ces gens débarquer avec à nouveau ce visage flouté comme quand on les rencontre en sauvetage, parce qu'il y a encore un point d'interrogation. Les ONG font un gros travail, on n'est pas les seuls et on n'est pas assez nombreux. Et on a un relais de temps en temps avec les gardes-côtes italiens. L'agence Frontex, elle, ne fait que la sécurisation des frontières, mais n'a pas le mandat de faire du sauvetage. Et c'est pour ça qu'on est là. Ce qu'il faut ajouter par rapport à l'enjeu libyen, c'est que dans les étapes de la clôture de l'Europe, la mise en cause de fait de la libre circulation aux frontières, la fin de Mare Nostrum, le passage à Frontex, il y a eu en plus ces accords de la honte. Je dis ça parce que l'Europe veut en faire un maintenant avec la Libye, qui est un pays dont on connaît le désordre. Le premier accord de la honte, c'est l'accord avec la Turquie, où, au fond, les réfugiés et les migrants ne sont plus qu'une monnaie d'échange, et où, contre espèces sonnantes et trébuchantes, contre une aide financière au régime de M. Erdogan, on lui a dit « c'est à vous de les bloquer, c'est à vous de les gérer ». Et d'une part, l'échange, c'est l'argent, et l'autre échange, c'est là aussi le silence, puisque ça s'est accompagné d'un silence grandissant par rapport à l'évolution autoritaire du régime d'Erdogan et par rapport à la façon dont le régime d'Erdogan en a profité pour brutaliser sa propre société. Et donc, cette porte-là s'est fermée, qui donnait les afflux dans les îles grecques, et du coup, l'humanité, elle cherche à s'échapper. Le propre de l'homme, c'est de bouger, c'est de se déplacer, c'est même un droit fondamental dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'auteur des damnés de la terre, Frantz Fanon, le rappelait, il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché. Et du coup, eh bien, le mouvement s'est fait par la Libye. Nous avons révélé cette semaine, par rapport aux violences dont vous parliez, les viols, le chantage, l'oppression, l'esclavagisme même, comment les milices libyennes prennent des groupes de migrants, et il y a eu de nouvelles révélations là-dessus. On va continuer le tour et en là passant des acteurs, encore que vous êtes aussi acteurs. Donc Michel Agier, je voudrais, par rapport, et après on va voir le regard sur une autre frontière, voir votre regard par rapport à tous ces combats sur le devoir d'hospitalité, sur ce moment, ce qui se joue pour nous, car vous l'avez tous entendu dans ces témoignages, nous sommes à la fois solidaires, admiratifs, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont trop peu nombreux, que nous ne sommes pas assez au rendez-vous. Merci, bonsoir. En effet, moi je voudrais prendre ça et puis voir, essayer de continuer un peu finalement la cartographie qu'on pourrait faire de tous ces mouvements qui existent aujourd'hui. Donc là, c'est pas possible de la faire et je ne l'ai pas en tête. Mais bien évidemment, on peut ajouter ce qui se fait par exemple en France, toujours dans le Pays Basque, dans ce village de Baïgouri, où de la même façon, on a accueilli des migrants soudanais et la vie du village s'en est trouvée transformée. Il y a évidemment le village de Riace en Italie, dont les habitants, le maire, ont décidé à un moment donné de dire nous, on a envie de considérer ces gens comme des humains, comme nous, et en plus, peut-être qu'ils vont nous aider à transformer
village, nous qui avons été tellement marqués par l'émigration, on pourrait maintenant être marqués par l'immigration. Et le village a été transformé. Il y en a le film Un Paese di Calabria qui était ici en partie, ce film. Ici, voilà. En Alsace, il y a un autre village dont le nom m'échappe à l'instant, qui a eu une attitude un peu équivalente. Puis ici, en Bretagne, comme j'ai eu la chance, grâce à l'invitation des organisateurs, de passer la semaine ici, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de monde, et de me rendre compte de quelque chose, enfin de plusieurs éléments, mais cette chose-là qu'il y a dans les villages, dans les petites communes, les petites villes, énormément de mouvements qui n'ont pas de visibilité, qui manquent énormément de visibilité. Alors, moi, ça me fait penser par rapport à d'autres intellectuels, d'autres chercheurs, des philosophes ou des hommes politiques qui disent qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'hospitalité. Moi, je leur dis, mais non, regardez bien, c'est le retour de l'hospitalité. Parce que l'hospitalité est une vieille histoire, et je ne vais pas vous faire l'anthropologie et l'histoire de l'hospitalité, ça nous prendrait beaucoup de temps. C'est quelque chose que les Grecs ont connu, que l'Afrique a considérablement connu et connaît encore. Il y a des systèmes sociaux dans lesquels la forme de l'hospitalité privée occupe une place importante. Et puis, il y a nos sociétés modernes occidentales qui ont finalement transformé cette hospitalité privée, personnelle, chez soi, accueillir des gens chez soi, en une forme d'accueil, d'asile, de plus en plus institutionnalisé, jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'hospitalité, que c'est quelque chose qui a disparu un petit peu de notre environnement. Et là, au moment où on s'aperçoit, avec toute cette indignation, que nos États européens n'accueillent plus, et que ça ne correspond plus à cette éthique humaine, humaniste, que de nombreuses personnes ont, à ce moment-là, la société répond et reprend l'initiative. Et pour moi, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Je parlais de cartographie, il y a un réseau qui est proche de Migre-Europe qui a fait déjà la cartographie de 1000 initiatives et associations qui se sont formées depuis 2 ans en France. Voilà, c'est ça, sursaut citoyen. Et moi, je trouve que ça pour un chercheur en sciences sociales, et comme pour nous tous qui voulons réfléchir en même temps à ce qui est en train de se faire, je pense que c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Et je pense qu'il y a un écart de plus en plus net entre la société et l'État. Alors, le problème, c'est quel est l'État? Quel est cet État qui fait cette séparation, finalement, avec ce qu'exprime la société dans tous ces petits mouvements? C'est une autre affaire. Je pense que le fait que nos États-nations et la globalisation rend ces États-nations de plus en plus crispés fait que la différence s'accentue entre l'État et la société. Et une des formes les plus évidentes, il me semble, mais ça demande à être étudié, enquêté, observé, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler l'hospitalité villageoise. Parce que dans les villes, et étant à Paris, je vois bien, c'est assez compliqué d'organiser l'hospitalité. On voit bien que la maire de Paris parle beaucoup d'hospitalité. Elle a voulu relancer, elle a signé un appel avec la maire de Barcelone, avec le maire de Madrid, avec d'autres maires de très grandes villes, en disant nous allons relancer les villes-refuges. Et puis en réalité, rien ne se fait, ou pratiquement rien. Et on sait très bien que le centre de la Chapelle, qui au début était appelé un camp humanitaire, je ne sais pas pourquoi c'était appelé un camp humanitaire, ça n'a rien à voir avec un camp humanitaire, est devenu finalement un sas de centre de rétention, quoi, ou un hotspot, comme on dit pour la Grèce. Ce qui se passe dans les plus petites localités, c'est que les formes les plus anciennes de l'hospitalité, les formes sociales, qui passent par des vraies personnes, par des vraies relations entre les gens, par le fait que quelqu'un sait que là, il y a une maison et que si on s'y met à 3 ou 4, on va pouvoir la mettre en état, et puis on va bien obtenir comme ça la possibilité de l'occuper. Ce sont les endroits où ça marche le plus naturellement et où en même temps, c'est le plus invisible, à moins d'avoir
effectivement des Cédric Héroux et des La Roya qui s'organisent et où là on en parle parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que des gens font de la désobéissance civile sans le savoir, bien souvent. Et par exemple, là je te donne un exemple parisien, à Paris il y a ce mouvement qu'on appelait le mouvement des petits déjeuners. C'est des gens dans le nord de Paris qui, descendant de chez eux, tout simplement, voyaient des gens dans la rue sans abri, sans nourriture, et ils ont fait ce premier geste dans la tradition de l'hospitalité qui est le geste de la nourriture. Ils ont dit, mais on ne peut pas ne pas donner quelque chose à manger. Et ça a commencé, le lendemain ils ont continué, etc., etc. C'est devenu quelque chose d'important au niveau d'une rue, de deux rues, et puis la police s'en est mêlée en disant, vous n'avez pas le droit de donner à manger à des gens en situation irrégulière. Et alors du coup ces gens-là se sont un peu politisés, si on peut dire. On dit, mais comment ça, on n'a pas le droit? Bien sûr qu'on a le droit humain, mais vous ne donnez pas le droit politique. Et c'est comme ça que dans ces situations-là, dans ces micro-situations, on va dire, il y a des gens qui font des gestes qui sont les plus élémentaires d'humanité et qui finissent par politiser la situation, alors qu'on nous impose de l'État des injonctions de contrôle, éventuellement avec un petit volet humanitaire, etc., etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, je voulais terminer ce premier tour avec vous, Félix Tiuka, parce que c'est une résonance pour faire bouger les gens indifférents. Rappelez, en clair, nous sommes la dernière puissance coloniale directe au monde. Notre frontière va jusqu'à la Guyane, comme elle va jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, comme elle va jusqu'à la Réunion. Ça rappelle quoi, ça? Que nous nous sommes projetés sur le monde sans demander l'autorisation à personne. Et parfois avec quelques violences, pour le moins, que ne pratiquent pas ceux qui viennent simplement essayer de sauver leur dignité. Et donc, d'une certaine manière, pensez aux Maroni, pensez justement à la Guyane, où là aussi, il y a des gens qui bougent, des gens qui migrent, et c'est pour ça que aussi votre présence nous dit ça. Il y a un retour à l'envoyeur, comme aimait dire Glissant. Nous nous sommes projetés pendant 5 siècles sur le monde, depuis que Christophe Colomb a inventé l'Amérique, pas découvert. Et depuis, et bien maintenant, nous ne sommes plus seuls au monde, comme le dit Bertrand Badi. Et l'humanité est là. Et l'humanité, eh bien, elle bouge. Et elle bouge comme nous avons bougé. Et elle bouge parce que aussi, elle n'a pas le choix et elle veut simplement vivre, être heureuse, avoir de la joie, avoir de la dignité et du bonheur. Félix, c'est à vous, à la fois sur votre regard du lointain et en même temps votre propre expérience. Merci. Je viens effectivement de Guyane, un petit territoire de 80 000 km², un 6e de la France, une population aujourd'hui estimée à peu près à 300 000 habitants. S'agissant de la frontière, deux frontières assez marquées, le Maroni, un fleuve long de 500 km environ, et le fleuve Oyapock, sur lequel dernièrement on a inauguré ce fameux pont de l'Oyapock, qui a mis près d'une décennie à se construire. Une frontière aussi particulière qui est plus au sud, entre le Brésil et la Guyane. Et enfin, une frontière qui se trouve plus dans la zone maritime. Je rappelle que la France a une puissance maritime très forte en outre-mer. Je crois qu'il est une des puissances. Et donc cette frontière, aujourd'hui, connaît aussi des mouvements. La France a le 2e plus grand domaine maritime du monde grâce à ce reste de petit empire colonial avec des enjeux à venir, y compris par rapport à ce qu'on peut faire avec la mer. Ne jamais oublier qu'il y a aussi des enjeux économiques. Pardon. Par cette petite description, je voulais juste simplement vous rappeler que, contrairement à ce que pouvait dire notre président, la Guyane n'est pas une île. C'est quelque chose qui appartient à un continent, qui est donc mais Jupiter est dans sa bulle, hein, dans l'Olympe, là-bas. Il ne voit pas. Donc,
la Guyane est bien accrochée à un continent qui est donc le bassin amazonien. Et dans ce bassin amazonien, il y a eu un peuplement différencié selon les époques. S'agissant de la Guyane, donc, aujourd'hui, il y a une multitude donc, de peuplements qui a été intervenu. Et selon l'INSEE, donc, il y aurait à peu près une bonne vingtaine de nationalités qui y vivent sur ce territoire. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que je pourrais peut-être apporter quelques témoignages, c'est que la situation sur la frontière entre la Guyane et l'Oyapock est un petit peu différente de ce que je connais, le Maroni. Le Maroni constitue à la fois une frontière, certes, mais aussi un lieu d'hospitalité, un lieu de solidarité, mais c'est surtout aujourd'hui un lieu d'agissement, c'est-à-dire l'espace sur lequel est constitué le Maroni, 500 km, est devenu quelque chose comme l'autoroute de la nouvelle vie de la frontière. Sur cette frontière circulent des milliers de pirogues. Donc il y a une vie, il y a une rencontre, des échanges, il y a à la fois de la joie mais aussi de la douleur. Et donc cette frontière, elle est souvent côtoyée à la fois par les Surinamais, mais aussi depuis quelques années par les Guyanais, puisque à côté de l'ex-Guyane hollandaise, il y avait l'ex-Guyana, qui est donc une colonie hollandaise, et bien évidemment le Venezuela. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'avec les événements de Venezuela, il y a un déplacement massif des populations donc, vers les plateaux des Guyanes, et notamment la Guyane. Pourquoi? Parce que simplement, la Guyane, comme vous le disiez très bien, c'est la France, avec un niveau de vie, avec l'accès aux soins, la gratuité de l'école, les allocations familiales, donc automatiquement une très forte poussée d'autres populations. Vers la frontière du Brésil, c'est plus les Brésiliens qui sont là. Par contre, je trouve que pour avoir observé un petit peu ces questions de frontières, il y a une particularité concernant le Sud. Donc, il y a deux entités en Guyane qui sont marquantes. C'est d'abord le Centre spatial guyanais, qui est donc un État dans l'État, et le parc amazonien qui couvre donc la moitié de la Guyane. À l'intérieur donc de ce parc amazonien, qui est donc un des plus grands et qui fait la force à la fois de la France mais aussi de l'Europe, il y a un déplacement des populations brésiliennes qui est essentiellement constitué des orpailleurs. Alors, bien évidemment, pour la population guyanaise, se pose la question de l'hospitalité. Quel type d'hospitalité? Est-ce qu'il y a une véritable démarche hospitalière à avoir? Est-ce qu'il y a de la solidarité à avoir? Est-ce qu'il faut agir quand on sait que les orpailleurs ne s'inscrivent pas forcément dans la durabilité, je dirais, dans la recherche d'un équilibre entre le milieu et l'homme. Donc, la destruction de la forêt est au cœur de ces discussions. Donc, il y a un questionnement qui se pose aujourd'hui par rapport donc, à ces questions d'aménagement global du territoire, mais aussi de développement. Et donc, la question donc, des relations humaines en Guyane est une question réelle, puisque la Guyane, de par sa constitution plurielle, se pose la manière dont elle va construire ce que certains intellectuels guyanais appellent la guyanité. La guyanité, c'est quoi? C'est les premiers contacts avec l'Europe, donc français, hollandaise, anglaise et espagnole. Après, c'est l'arrivée du bagne avec des bagnards, l'arrivée des premiers Saint-Luciens qui sont venus exploiter l'or, l'arrivée après le volcan en Martinique-Pelée, l'arrivée des Martiniquais et Guadeloupéens. Après, c'est l'arrivée des Haïtiens. Après, c'est tous les déplacements dus aux problèmes socio-économiques. Autant de questions aujourd'hui, et tout récemment, donc l'arrivée, donc il y a une vingtaine d'années, donc des Hmong qui ont quitté le Laos et qui ont rejoint. Donc, vous imaginez que dans cette complicité humaine, toute la question de la frontière est essentielle, mais la question de l'hospitalité, de la solidarité interne se pose. Donc, c'est un regard nouveau qui se pose pour nous, mais c'est aussi à la fois un espoir
de croire effectivement qu'il y a peut-être un vivre ensemble à construire et à abattre ensemble des barrières. C'est vraiment, à mon avis, des enjeux très importants pour le siècle prochain. Merci. Avant de passer la parole un peu à la salle, je voulais poser quelques questions à vous tous par rapport à comment faire bouger les lignes, hein, comment argumenter avec ceux qui entendent toute la propagande d'État. Alors, première question par rapport à l'expérience dans la vallée, à la Roya, l'expérience sur l'Aquarius. Quelle réponse vous faites, comment vous argumentez à partir de ce que vous avez vécu sur cette affirmation, y compris aujourd'hui par l'actuel ministre de l'Intérieur, symbole non pas d'un renouveau, mais de l'Ancien Régime, j'allais dire, M. Collomb, qui dit qu'il faut faire le tri entre les réfugiés et les migrants. Les réfugiés qui viennent pour des raisons politiques et les migrants qui viennent nous prendre le pain, en fait, qui viennent nous voler le travail. Alors, nous, dans les textes, dans les analyses, etc., on explique par des arguments, des statistiques, des histoires, des récits. Mais vous, humainement, concrètement, comment vous vivez cet argument de la distinction, au-delà du fait qu'il est brutal et qui n'est pas au respect du principe de solidarité? Comment on le déconstruit? Comment on montre cela? Pour notre part, au niveau du sauvetage, on parle de naufragés, et le naufragé, qu'il soit futur demandeur d'asile ou réfugié ou autre terme, on ne va pas le laisser mourir en mer déjà, donc on le prend. Ou on la prend, ou on prend le bébé. Et d'autre part, quoi qu'il en soit, on ne met pas d'étiquette, parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont en danger imminent de mort. Donc on ne se pose même pas la question. Ce qu'on trouve dommage, c'est par rapport au témoignage sur la Libye, qui a beaucoup de parallèles avec le Troisième Reich. Une personne qui demande l'asile ou pour être réfugié politique, ça dépend de son pays d'origine. Or, c'est pas la Libye son pays d'origine pour la plupart. La Libye, c'était une étape dans leur voyage, mais une étape atroce, horrible, et ça compte pas. Et ça, faudrait que ça change, parce que toutes ces personnes qui sont passées par la Libye vont s'en rappeler jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est très, très, très dommageable. J'ai d'ailleurs une question. Comment, quand vous les sauvez, quand ils sont dans le bateau, ce temps dont vous avez parlé rapidement, là, en disant jusqu'à l'Italie, y compris en vous entendant, je sens que ça vous habite. C'est-à-dire comment ils sont là, ils ont ce visage brouillé, vous disiez tout à l'heure. Alors, si vous pouvez, hein, je ne veux pas être indiscret, mais comment on y arrive? Comment on fait? On y arrive avec le cœur, on y arrive avec la force de l'émotion. Et en fait, le physique, tout le monde là, vous tous, vous l'avez. Et on va jusqu'au bout, parce que voilà, c'est une force mentale, en fait. Il faudrait réhabiliter une politique de la sensibilité, peut-être. C'est un peu ça, ouais. Oui. En tout cas, pour revenir à la thématique, et j'ai bien aimé votre papier qui parle de la crise. Pour moi, la crise, elle n'est pas migratoire. C'est une crise des États, une crise politique. C'est certainement pas une crise migratoire. On a tous été migrants et les Bretons le savent bien, on est toujours un peu partout. Oui. C'est comme François Gémen, qui est un universitaire belge, mais qui travaille en France sur toutes ces questions, y compris le climat et les migrations, dit qu'il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'Europe.
C'est l'Europe qui n'est pas au rendez-vous même d'elle-même, de ce qui a fait son histoire, car tous ces traités, tous ces textes sont issus de la catastrophe européenne et qui fut aussi une histoire d'exode, une histoire de violence. Et c'est là que les grands principes ont été proclamés. Vous voudriez... voilà. Parce que vous parlez, vous essayez, vous avez... Je pense qu'à un niveau individuel, on ne peut pas faire de choix. De toute façon, quand quelqu'un vient, c'est un des premiers que j'ai hébergé, qui vous dit « ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé », vous n'allez pas lui demander, vous venez parce qu'il y a la guerre, parce que vous ne mangez pas chez vous. Bon. Donc ça, au niveau individuel, on ne fait pas de choix. Je pense qu'au niveau des pays, on ne devrait pas faire de choix parce que, comme vous l'avez dit, tout est lié. S'il y a la misère, souvent c'est dû à nous, parce qu'on a été pillés. S'il y a la guerre, on est quand même des vendeurs d'armes au maximum. Disons les choses clairement. Et donc, on est responsable de tout ça. Voilà. Donc, si on est responsable, il faut qu'on assume et on ne fait pas des choix. Les 5 membres permanents, du Conseil de sécurité, dans le vieil ordre du monde lié à la bombe atomique, dont la dissémination est inévitable, et depuis qu'ils ont tué Kadhafi, renversé Saddam Hussein, tous les autres, comme le dictateur coréen, voudront la bombe atomique pour que ce soit l'assurance vie de leur régime. Donc il faudrait déjà s'occuper de la dénucléarisation du monde. Mais vous parlez d'or, les 5 membres permanents, les 5, ceux qui peuvent, par le droit de veto à l'ONU, bloquer des choses. L'ONU qui devrait s'occuper et qui doit normalement s'occuper de pacifier le monde. Eh bien, ces 5 membres sont les 5 plus gros marchands d'armes du monde. États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, France. Les 5 sont les fauteurs de désordre. Tant qu'on n'aura pas changé cela... Oui, je te donne. Après, je laisserai ma copine, mais je voulais juste revenir sur la Libye. Ce qu'on entend, c'est horrible. Non seulement il y a des tortures, il y a la prison pour faire cracher au bassinet la famille, il y a au mieux l'esclavage. Et donc ça, je pense que ça aussi, c'est insupportable. Bien sûr, et vous avez vu que l'actuel président prétend faire un accord avec ses autorités, elles-mêmes issues de toute l'histoire de l'ancien régime libyen, lequel a été, la guerre libyenne a été, comme vous le savez, une guerre privée provoquée par Nicolas Sarkozy pour faire oublier ses liens avec le régime de Kadhafi qui avait financé sa campagne en 2007 en quête de Mediapart que nous maintenons et qui est la vérité de cette histoire. Allez-y. Alors, moi je voudrais juste expliquer que dans la Roya, en l'occurrence, donc cette frontière franco-italienne, il y a une, comment dire, stratégiquement, on choisit de ne pas mettre en avant la liberté de circulation et d'installation, parce que bien évidemment qu'on est d'accord avec ces principes-là sur le fond, mais ce qu'on vit jour après jour, de manière plus, comment dire, ça vient vraiment nous frapper en plein dedans tous les jours. C'est que ce sont les pouvoirs publics qui bafouent la loi, qui bafouent les conventions que l'État français a signées, la Convention de Genève, voilà ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, qui rendent, ce sont la PAF, la police aux frontières, la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bien évidemment, sur ordre de l'État, forcément, rendent impossible le simple fait de demander l'asile. Donc nous, on en est là concrètement, tous les jours. C'est là-dessus qu'on se bat pour simplement faire appliquer le droit. On pourra y revenir éventuellement plus tard, si vous voulez, mais la brève histoire de ces derniers mois pour nous, c'est que le 30 mars, le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné pour entrave grave au droit d'asile. Bon, c'est un combat qui a été mené par OAI Citoyenne et les avocats qui nous accompagnent, évidemment, pour une famille érythréenne. Suite à ça, effectivement, notre association a pu, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu ailleurs, accompagner, c'est-à-dire qu'en fait, les demandeurs d'asile passaient par nous. C'était complètement bizarre, inédit.
Et puis, de plus en plus, enfin voilà, une espèce de négociation, mais sans convention officielle, jusqu'à tout récemment, là en juillet, où on a eu jusqu'à 200 demandeurs d'asile. De toute évidence, ça a été un gros piège que nous a tendu la préfecture des Alpes-Maritimes pour nous empêcher de continuer notre travail de solidarité, parce qu'on parle d'hospitalité, et je pense que l'hospitalité au sens large, elle doit se comprendre comme solidarité. En fait, évidemment, c'est hospitalité, c'est accueillir chez soi, c'est accueillir dans sa voiture, c'est donner à manger. Mais si on va au bout de ça, on ne peut pas simplement donner à manger ou sauver une vie. Enfin, qu'est-ce qui se passe après? Ces gens-là, il faut qu'ils aient un projet de vie, qu'ils puissent vivre tout simplement. Donc ça peut pas, ils ne peuvent pas rester là bloqués à Vintimille, ils ne peuvent pas rester... Donc on est obligé de continuer le combat et essayer de les accompagner et de faire valoir leurs droits fondamentaux. Et là, on est devant, en ce moment, effectivement, devant une impasse, mais on a bon espoir, on construit les outils pour aller au-delà de ces derniers obstacles qui nous ont été posés par la préfecture et la PAF, c'est-à-dire, niet, tous les demandeurs d'asile qui ont été, que nous avons déclarés, hein, puisque ça passait par nous, ont été renvoyés illico en Italie. Bon, on va continuer à se battre là-dessus. Donc voilà, je voulais simplement revenir sur la situation concrète dans la vallée de la Roya, en fait, sur la frontière franco-italienne. Voilà, hein, c'est une situation de non-droit. Et c'est important de le dire parce que les politiques, y compris Gérard Collomb, qui a dit récemment que notre association occupait l'espace médiatique comme si c'était un délit. Et d'ailleurs, au procès en appel de Cédric à Aix, il a été incriminé là-dessus, en fait. Comme quoi, en tant que militant... C'est un facteur aggravant d'être un militant. Et d'occuper, et de se servir des médias. Enfin, c'est du jamais vu, je pense. Bon, en réalité, ceux qui sont dans l'illégalité, ce n'est pas nous, mais ce sont eux. La préfecture, la PAF, voilà, c'est quelque chose qu'on aura de cesse de marteler. Une autre question, parmi les points dont notre pays ne peut pas se glorifier, c'est qu'hélas, ce sont des identitaires français qui ont fait ce bateau qui prétendait venir, pas faire la guerre, puisqu'il n'y avait pas d'armes, mais qui était ce bateau des identitaires qui s'appelait Cestar, c'est ça, hein, alors, il n'a pas coulé, hélas, mais bon, racontez-nous. On ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Juste, ils ont d'abord fait une opération de crowdfunding et le bateau s'est arrêté à Chypre. Les marins du bord sri-lankais n'étaient pas payés et a priori, le propriétaire du bateau va être jugé pour trafic illicite et pas de contrat pour les marins. Ils ont réussi à reprendre la mer. Ils sont venus en SAR-zone, donc là, en zone de sauvetage, de recherche et de sauvetage. Ils nous ont fait faire quelques manœuvres, ils nous ont suivis. Ils ont fait faire des manœuvres à d'autres navires d'ONG de sauvetage. Et quoi qu'il en soit, tout navire doit porter assistance à une embarcation en détresse. Donc, ils peuvent aussi faire du sauvetage. Et sachant, on va faire un point sur comment on opère, sachant que la Libye, qui est un État côtier, devrait avoir un CROSS, comme on dit ici, Centre régional d'opération de secours et de sauvetage, qu'on appelle MRCC en anglais, ne peut pas le gérer. C'est l'Organisation maritime internationale qui délègue la zone de recherche et de sauvetage à l'Italie. Et du coup, ce navire qu'on a appelé hémorroïde quand on était sur l'Aquarius parce qu'il nous suivait, aurait comme... enfin, pas comme mandat, mais le MRCC lui demanderait de ramener les personnes sauvées en Italie également. Donc,
quoi qu'il se passe, ça nous fait peut-être un navire de plus à sauver des réfugiés. Et il faut souligner qu'en Tunisie, il y a eu une mobilisation du monde syndical, du monde des marins, du monde des ports par rapport à ce bateau, de la société. Donc la société s'est remontée contre eux et les a empêchés de faire des vivres et du soudage. Le port de Catagne en Italie, en Sicile, les a interdits de faire escale. Voilà, donc ça montre aussi que même si le financement par l'extrême droite arrivait à les faire naviguer, ça ne va pas durer longtemps et ça reste anecdotique. Et grâce à la mobilisation citoyenne encore, on continue à faire nos sauvetages. Juste oui, Félix. Je voudrais quand même rappeler effectivement que concernant la Guyane, il y a eu des événements en 1986. Il y a eu donc une guerre civile au Suriname. Ça a fait déplacer à peu près 50 000 personnes sur le fleuve. Et cette situation a vraiment pointé la difficulté d'accueil en Guyane. Et donc la question de la solidarité, de l'hospitalité s'est posée. Pourquoi? Parce que dans cette population qui s'est déplacée, que la France a appelée, que l'administration française a appelée population provisoirement déplacée du Suriname, pour ne pas justement avoir le statut de réfugiés. Donc ces populations, il y en avait deux grandes, concernaient deux populations, donc la population de l'estuaire du Maroni jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est donc la ville principale, et ensuite de Saint-Laurent jusqu'à, c'est une population Bushinengue. La population Bushinengue a été beaucoup opprimée parce que la guerre au Suriname, lors de la guerre civile, une grande partie donc, des militaires étaient ici donc, des populations Bushinengue. Et donc, quand le régime de Désir Bouterse donc, a fait son coup d'État, c'est une population qui était véritablement opprimée, avec une volonté déterminée du Suriname de presque d'en finir. Par contre, ce n'était pas le cas pour les populations amérindiennes de l'estuaire. Et donc, il y a eu un traitement différencié de l'administration française. L'hospitalité et la solidarité des peuples autochtones étaient différentes de celles qui étaient sur le fleuve. Et ça nous a permis, nous, donc, qui vivons sur la frontière, d'imaginer quel type de solidarité pouvait se créer en Guyane. Et une des solidarités qui s'est exprimée récemment, c'est que bien que la Guyane soit lointaine, vous parliez tout à l'heure de la question de la sensibilité, de la sensibilisation, de l'information, tout ça. La Guyane est aussi à l'écoute de ce qui se fait. Et en début d'année, on a constaté donc la venue par le Brésil des familles syriennes qui traversent le Suriname. Et avec l'appui de l'administration française, ces familles sont rapatriées, enfin, je dis rapatriées sur la France. Donc, c'est des familles qui n'ont pas été gardées. Donc, de plus en plus, il y a des populations qui font le parcours par le Brésil et qui reviennent. Très peu restent, mais la plupart de ces populations, de ces familles, préfèrent rejoindre l'Europe. Je voulais quand même dire qu'on est aussi sensible à ce qui se fait, on a l'écoute, on a un regard et on découvre avec beaucoup de tristesse et de douleur la souffrance humaine qui touche ces familles. Quoi. Avant de passer la parole à la salle, peut-être parce que vous avez fait un message très optimiste en disant qu'il y a toutes ces initiatives un peu moléculaires comme ça qui existent. Chacune d'entre vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui sont là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle forme d'engagement? Qu'est-ce qu'on doit faire les uns et les autres là où nous sommes? Moi, je dirais peut-être pour le dire dans une formule, l'hospitalité s'arrête là où commence le droit. Et on voit bien que, comme je disais tout à l'heure, les sociétés sont en train de remplir ce vide
que nos États européens, en général, avec quelques exceptions à certains moments, ne font pas. C'est-à-dire des politiques d'asile, des vraies politiques migratoires, de l'application du droit international qui existe. Si on appliquait déjà toutes les règles, toutes les lois qui existent au niveau international, on serait déjà bien plus avancé avant d'en inventer de nouvelles. Et donc, si je me place un peu du point de vue de gens que je connais davantage par mes enquêtes, des réfugiés, des migrants en Afrique, au Proche-Orient ou en Colombie, où j'ai été assez longtemps aussi, je ne suis pas sûr que, quelle que soit la formule de l'hospitalité soit la meilleure pour trouver sa place quelque part. C'est un petit peu, l'hospitalité, c'est dans les limbes. C'est quelque chose qui permet de tenir, c'est quelque chose, une forme de solidarité qui permet à des gens de tenir, de passer une frontière, mais sans arriver complètement de l'autre côté. Et pour arriver complètement de l'autre côté, ou pour arriver encore dans un autre pays, par exemple, eh bien, il faut du droit. Il faut qu'il y ait un droit, et notamment un droit qui s'applique à des personnes au-delà de leur nationalité. Moi, je constate que cette préoccupation-là, qui pouvait paraître très utopique quand on parlait de citoyenneté mondiale, par exemple, elle devient maintenant très concrète, très pratique. Il existe une organisation, une association comme ça pour la citoyenneté mondiale. Et puis surtout, je vois que des juristes ont pris la question en charge. Je pense à Mireille Delmas-Marty ou à Monique Chevillier-Gendreau, qui toutes les deux s'interrogent sur la possibilité d'une citoyenneté mondiale. À partir du moment où il y a un droit associé à une citoyenneté mondiale, alors la question de l'hospitalité ne se pose plus, c'est-à-dire que c'est un droit. On change de registre, on se décentre. Quand on parle d'hospitalité, on parle de nous, ce que nous faisons. Quand on parle de droit, eh bien on parle des migrants, que nous pouvons être un jour, que nous sommes d'ailleurs souvent, et des migrants qui sont dans le monde. On parle à l'échelle du monde et on parle du point de vue des migrants. Et quand je dis migrants, je le fais exprès. Tous les gens qui sont en migration, réfugiés, demandeurs d'asile, travailleurs, tout ce qu'on voudra, tous les gens qui sont en migration, à partir du moment où on aura décentré notre regard et notre réflexion sur ça, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, il doit exister un droit de la migration pour tous, parce que pour l'instant il existe pour une toute petite minorité, alors la question de l'hospitalité n'aura plus cette fonction un peu forcée qu'elle a aujourd'hui d'être ce qui remplace la politique, on va dire. Suzette et Catherine, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que c'est un peu ce qu'on se disait, mais nous, on a plus, d'une manière plus simple, ce qu'on fait, les maraudes, donc les repas Vintimille ou hébergés, ou enfin, des choses comme ça, c'est une petite cuillère pour vider la mer. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait absolument passer aux politiques. D'un autre côté, pour pouvoir discuter politique, il faut être sur le terrain. Parce que c'est bien beau d'avoir des grandes idées, mais comme disait Suzelle, chez nous, ça change tous les quarts d'heure, on va dire. Bon, peut-être que toutes les 24 heures, mais en tous les cas, ce qui était valable il y a 15 jours, ça n'est plus. Et si on n'est pas sur le terrain, eh ben, on est dans les hautes stratosphères, mais on ne parle pas du concret pour faire évoluer les lois, pour les faire appliquer et les faire évoluer, parce que c'est sûr que ça ne nous suffit pas. Mais déjà qu'on applique le droit. Simon et Stéphane, sur ce à quoi il faut appeler l'assistance. Il y a quelque chose, moi, qui me marque quand on est marin à terre après l'Aquarius, c'est de faire le relais d'information, parce que je crois que les médias, aujourd'hui, ça va trop vite, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre du jour au lendemain, heure par heure. L'information, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les chaînes, quelles qu'elles soient, et il faut
c'est à nous d'aller la chercher, de bien la chercher et de savoir l'analyser. Donc je crois que c'est très important de faire une table comme celle-là aujourd'hui, parce que nous sommes relais d'information, et maintenant vous êtes des relais d'information également bien meilleurs que les écrans, parce que on vient du terrain comme on vient de vous le rappeler. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on est chacun maintenant des relais. Simon? Ouais, moi, une chose qui me semble importante, c'est de... Toutes ces personnes qui viennent à nous, c'est de prendre le temps de les écouter, découvrir leur réalité. Et là, je sais pas, naturellement, on va découvrir que ce qu'ils nous racontent, nous, on va y mettre nos propres mots, c'est-à-dire notre propre interprétation de ce qu'ils vivent. Et on va se rendre compte que tous les discours qu'on peut entendre et qui parlent des gens en exil, ils sont... enfin, moi, ils m'écœurent, quoi. Et le jour où on écoute les gens qui sont en exil, qui viennent ici, j'ai du mal à l'expliquer, mais en fait, on va se réapproprier le sujet, quoi. On aura nos propres mots, notre propre sens de la situation. Et là, en fait, à partir de là, on n'a pas besoin d'écouter ce qu'on nous dit. Il suffit juste de regarder. Il suffit juste de regarder et après on agit, puis voilà, quoi. Enfin, c'est un peu facile à dire, mais en tout cas, s'emparer du sujet, quoi. En parler autour de soi et écouter les gens. Et après, ça mettra en lumière un peu ce que la construction de nos frontières sont capables de faire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle d'esclavage, de camps de concentration. Je ne suis pas historien. En tout cas, c'est les prises, moi, les miennes, pour comprendre la situation, quoi. Et voilà. Donc, enfin, voilà. Accueillons les gens, c'est tout. Félix, un mot? Je ne me rappelle plus qui disait que le problème de l'homme, c'est lui-même. Et vous parliez tout à l'heure de grains de sable. Je crois que chaque rencontre, chaque visage, chaque regard constitue un brin de sable. Et ce brin de sable doit être la passerelle qui nous réunit, loin ou trop près. En tout cas, ce serait le message que je porterai donc, en Guyane, que petit à petit, ces grains de sable devenir une plage qui va accueillir, qui va être le lieu de rencontre, d'échange de tous ceux qui veulent effectivement de l'espoir et de l'amour. C'est ce que je dirais. Alors, je ne sais pas qui a un micro pour la salle. Je ne sais pas si... Ça y est, voilà, avec une casquette. Voilà, qui y a ici, voilà, déjà. Oui, pour ceux qui ont eu la chance de passer la vallée de la Roya ou d'être repêchés en Méditerranée et qui sont accueillis en France, qui sont venus pour la plupart de Calais ou de Stalingrad, il y a une structure qui existe qui s'appelle les CAO. Ce sont les centres d'accueil et d'orientation répartis à peu près dans toute la France, où on a, sous forme de centre de tri, quelque chose comme ça, demander à des gens qui ne savaient pas très bien où on les envoyait d'ailleurs. Moi, je viens du sud-ouest et dans ma ville, dans la petite ville dans laquelle je milite, il y a une trentaine de Soudanais, d'Érythréens et d'Afghans qui sont là depuis plus d'1 an. Certains sont sous la procédure Dublin. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la procédure Dublin, qui invite ces demandeurs d'asile à repartir dans le pays où ils sont rentrés en Europe. La demande de dédublinisation, le mot est horrible, mais enfin il existe, on l'a employé, donc voilà, a été quelquefois acceptée. Les préfectures font traîner les choses. Il y en a qui sont là depuis 1 an et demi, désespérés. Ils apprennent le français, mais ils ne sont pas sûrs de rester en France. Donc c'est quand même des associations, là aussi localement, qui prennent en charge l'accueil, la solidarité,
le côté humain, parce que la gestion des CAO a été donnée en charge à des associations qui, d'ailleurs, quelquefois sont assez troubles dans leur financement et leur accompagnement. Donc c'est aussi un appel à se rendre compte qu'il n'y a pas que la Roya, qu'il n'y a pas que la Méditerranée, même si le drame est plus aigu à ce moment-là, parce que c'est un problème de vie ou de mort, mais la suite est terrible, parce que c'est des gens qui perdent espoir et qui, pourquoi pas, se tourneront un jour vers la violence. On pourrait les comprendre après tout, même si beaucoup d'entre eux ne le souhaitent pas. Ils voudraient soit rejoindre l'Angleterre, soit l'Allemagne, soit les pays scandinaves. Certains, la France, pourquoi pas, mais il faudrait leur montrer qu'on est capable de les accueillir. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent pour ou intervenir ou questionner? Oui. Juste, pas une question, mais une remarque. On a l'impression qu'on est devant un mur, qu'on commence un peu à ébrécher. Mais ce n'est pas du tout une situation naturelle. Parce qu'il suffit de passer le Rhin, et on a un gouvernement qui n'est pas de gauche, qui a accueilli 1 500 000 étrangers, sans faire le tri, et une population dont une partie est effectivement hostile à tout ça, et ça se voit, mais une autre partie est toujours engagée. Donc il faut aussi mesurer qu'il y a quelque chose, je dis comme je le pense, avec un peu de force, de honteux pour la France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes plus la France, quoi. Il y a quelque chose là qui est très grave, je trouve. Merci, Monique. Je voulais en parler tout à l'heure. Je développe là parce que, en fait, le poisson pourrit toujours par la tête. Hein, proverbe chinois ou ouzbek. Hein. En clair, ce quoi fait allusion, c'est il y a des divergences sur des questions européennes, sociales, économiques avec Angela Merkel. Mais quand l'essentiel est en jeu, et nous savons ce que veut dire l'essentiel, c'est la question coloniale, la torture en Algérie, c'est l'affaire Dreyfus, c'est 1940. Dans ces cas-là, l'origine ne protège de rien. Ce n'est pas parce qu'on a une étiquette, regardez, je suis de gauche, je suis humaniste, qu'on sera forcément au rendez-vous de l'essentiel. L'essentiel, on a rendez-vous avec son humanité, ça a été dit. Et Madame Merkel, pour 36 raisons, où joue probablement son histoire à la fois de femme qui a grandi en Allemagne de l'Est et de fille de pasteur. J'étais, par les pérégrinations des partenariats de Mediapart, la semaine dernière au Chambon-sur-Lignon, terre protestante, terre des justes, qui ont accueilli toutes sortes d'enfants, protégé toutes sortes d'enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment d'enfants juifs qu'ils ont sauvés. Parce que les pasteurs disaient à leurs ouailles, dans cet habitat dispersé, bah, t'as pas le choix, hein, ce qui a été dit là. Voilà, et puis Sarah que tu vas héberger, eh ben, on va l'appeler Martine, et puis ainsi de suite, et des gens ont été sauvés comme ça. Et je dis ça pour montrer comment un discours, et c'est là où nous devons, c'est ce que j'aurais voulu ajouter, je pense que ce qui est insuffisant, c'est notre pression sur le pouvoir politique. Ce qui est insuffisant, c'est qu'aucune des organisations dites progressistes ne s'est dit, alors que tout le monde associatif est là. Les appels qui ont été signés, il y a Caritas Secours catholique, il y a la CIMADS qui est ici, Service œcuménique d'entraide, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Amnesty, tout le monde. Et il n'y a pas eu cette grande marche, cette grande mobilisation. Comme si défendre nos droits sociaux, la loi travail, etc., eh bien, voilà, ça passait avant, comme si ça n'était pas lié, et comme si être au rendez-vous de tout cela n'avait pas lien avec la façon dont nous défendons nos propres droits. Et pour être très concret sur ce qui s'est passé en Allemagne, il se trouve qu'une partie de ma famille vit à Berlin. Dans ces appartements, c'est une ville pauvre, Berlin, le loyer n'est pas cher, il y a des appartements assez grands, et c'était coté anciennement Berlin-Est, le long de l'Hpré. Et un jour, c'est la femme de ménage, donc c'est la société, qui a dit, mais tiens, bon, il y a les enfants ont leur chambre, vous avez votre chambre, mais là, je crois qu'il y a une chambre d'amis, là, chez vous. Eh ben, moi, vous savez, j'héberge un Syrien, et il a un copain. Ben, il faudrait que vous le preniez, hein. Et c'est comme ça que mon petit-fils a appris à jouer aux échecs avec un réfugié syrien, qui, depuis, a obtenu son statut, a retrouvé des études, etc. Voilà.
c'est par la société, mais la société libérée aussi par une parole. Et notre société peut être au rendez-vous de cela. Simplement, cette parole n'a pas été tenue. Et elle n'est toujours pas tenue. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que nous soyons assez forts pour faire qu'elle soit tenue au plus haut de notre société. Il y avait une autre main là, par là. Ouais, merci pour tout. Oui, c'est sûr qu'il y a un travail de conscientisation à faire. Je ne sais pas ce que vous pensez. Bon, vous avez parlé de la guerre en Libye qu'on a provoquée. Parlez plus fort, tout le monde n'entend pas. Oui, vous avez parlé de la guerre en Libye dans laquelle on a d'extrêmes responsabilités et qui a entraîné beaucoup de ce qu'on voit actuellement. Mais je pense que la France a aussi beaucoup de responsabilités vu qu'elle maintient l'Afrique dans une forme d'esclavagisme, vu qu'elle retire beaucoup d'argent, elle retire énormément d'argent des Africains, où les salaires sont des centaines de fois moins importantes, quoi. Enfin, on a des intérêts et beaucoup des gens qu'on voit venir vers nous, ce sont des gens d'anciennes colonies françaises où on a toujours des gens qui exploitent, des entreprises françaises qui exploitent les Africains. Et ne serait-ce que le système du franc CFA, tout ça devrait être énormément dénoncé pour qu'on prenne conscience qu'on a une énorme responsabilité et que la solution, de toute façon, ce n'était pas d'envoyer des armes, c'est d'envoyer de l'humanité, de l'aide, et qu'on n'a jamais fait assez d'aide suffisamment importante. On a fait un peu d'aide, on a donné l'aumône, quoi, enfin, par charité, sans doute chrétienne, puisqu'on est beaucoup chrétiens dans nos pays. Voilà. Enfin, merci à vous, en tout cas. Je souligne juste que dans le grand rabotage budgétaire, y compris l'aide au développement, qui est déjà très très faible, etc., il y a un rassemblement qui est prévu pour demander qu'elle soit de 0,7, ce qui est vraiment déjà une goutte d'eau, mais ce n'est même pas cette goutte d'eau. Et dans le rabotage budgétaire, où aussi bien la recherche, la culture et tout le reste, et les droits des femmes et tout ça et les universités, eh bien, il y a aussi l'aide au développement. Mais ça ne gênera pas M. Bolloré et d'autres qui vivent des ports africains. Il y avait une autre main. Oui, il est breton, alors je suis désolé, mais l'origine ne protège de rien quand les principes sont en jeu. Oui, bonsoir. Moi, je pense que c'est honteux dans notre pays de ne pas avoir eu de lieu de culte musulman pendant des dizaines d'années. Et que si tous ces gens avaient une autre confession, on les aurait accueillis beaucoup plus facilement. C'est bien malheureux parce que on se fait des ennemis de nos amis. Merci. D'autres mains qui se lèvent? Des questions peut-être à nos... Ah oui, bien sûr, allez-y, réagissez, bien sûr. Non, je voulais juste faire remarquer que les Érythréens ne sont pas mieux accueillis que les autres. Il nous semble surtout qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler un racisme d'État. Et c'est vrai que ça fait plus que bizarre de voir des militaires, des policiers courir après dans la montagne, puisque bon, là, nous c'est la montagne, courir après des Noirs. Voilà, sur l'image que ça c'est plus que choquant. Enfin, c'est dingue, quoi. On est dans une société dingue qui est en train de devenir dingue. Ah, le retour en arrière. Il y a juste une chose, je garde le micro,
Non, je voulais dire par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, la dame qui parlait de ce qui se fait un peu partout en France. Ça a été évoqué tout à l'heure rapidement. Je voudrais juste redire, nous, quand on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire, mais quand même, il y a des collectifs partout, je pense, en France. Tout simplement se rapprocher de ce qui se fait près de chez soi. Et il y a cette carte qui est vraiment très bien, très pratique. On clique dessus, on a les adresses, les sites internet, etc. Et on la trouve sur le site. On tape simplement sursaut citoyen. On a cette carte. Et une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, il y a une plateforme qui est en train de se mettre en place de ce qui était au départ simplement une liste de diffusion délinquants solidaires qui s'est montée par rapport au procès en solidarité, surtout de Cédric Herrou, mais il y en a eu bien d'autres. Donc là, ils vont faire une plateforme et donc c'est quand même intéressant, c'est un peu le même genre d'initiative. Je pense que cette mise en réseau, elle est fondamentale. Et donc, Délinquants solidaires, vous trouverez ça. Et il va bientôt y avoir une conférence nationale des principales associations dont Edwy parlait, qui se sont mis ensemble. Mais c'est vraiment Délinquants solidaires au départ. Les associations meneuses sont bien sûr les grosses associations CIMAD, MSF, Médecins du Monde, Amnesty, Emmaüs, Secours catholique. Voilà. Et puis plein, Délinquants solidaires, en fait, c'est plus de 400 associations. C'est pas rien. Emmaüs fait une initiative de traversée du détroit de Gibraltar, là, dans les 200. Allez-y. Il faut qu'on soit solidaire de l'Italie, parce que ce qu'elle vit depuis plus d'une dizaine d'années, elle n'en peut plus. Et on a vu dernièrement qu'il y a eu un code de conduite, c'est une sorte de contrat qui a été passé entre les ONG et le ministère de l'Intérieur. Il faut qu'on soit solidaire de l'Italie, il faut qu'on montre à l'Italie que nous, autres pays européens, on va faire bouger les choses pour accueillir toutes et tous. Parce que il y a une échéance en Italie qui sont les élections, vous savez tous comment ça marche. Et il y a les populismes et l'extrême droite qui est en train de monter là-bas. Et ça, c'est en train quasiment d'entraver les opérations de sauvetage. Parce que le gouvernement en place, il faut qu'il montre à son électorat qu'il a fait quelque chose pour protéger son pays, quelque part. Sauf que ça ne va pas dans le bon sens. Merci. Il y a une main ici. On va prendre une dernière volée d'intervention. Oui, je voudrais simplement citer l'action d'une des structures qui, parmi d'autres, qui depuis, là pour le coup, 40 ans, bien avant que ce problème prenne sa charge émotionnelle, comme ça a été dit aujourd'hui, autour de l'immigration, je veux parler de l'action du GISTI et derrière l'ensemble des ASTI. Pourquoi j'en parle? Parce que je dirais malheureusement, y compris dans la société civile, la question des frontières, elle n'a pas du tout été abordée par les associations de la même façon. Et la question de la distinction entre les réfugiés économiques et les réfugiés politiques, c'est une affaire qui a été longtemps pas partagée. Et je dirais qu'encore maintenant, on voit bien qu'il faut aussi être net, il faut regarder soi-même dans l'ensemble des associations. Combien c'est une question encore difficile. Et donc, au-delà de ce qui se passe en ce moment où, je dirais malheureusement, tout le monde finalement arrive à se mettre d'accord dans le champ de la société civile, j'entends engagée, et les associations, qu'il y a vraiment ça. Je trouve que ce qui me paraît encore plus important, c'est ce qui a été dit en dernier, c'est-à-dire que là, on ne doit plus être dans la question de l'hospitalité, de la sensibilité seulement ou de l'émotion. Bien sûr qu'il en faut, c'est pour ça qu'on intervient souvent au départ, mais bien poser la question politique et du droit, et que là-dessus, il y a du débat encore à avoir. Moi, je le dis parce que je le sais et je le vis sur mon territoire, là où il se passe aussi des choses.
il y a encore du débat à avoir entre nous sur cette question de la suppression des frontières, sur la libre circulation. Ce n'est pas quelque chose qui va de soi, et je le répète, y compris dans les structures associatives. Michel va réagir. Oui. Allez-y. Oui, je voudrais juste en profiter pour revenir sur un épisode qui date de juin 2015, quand un journaliste de l'Observateur m'avait proposé de faire une intervention dans l'hebdo. Et on était en juin 2015, et à ce moment-là, je lui ai dit, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire si vous me donnez la parole, c'est de dire il faut ouvrir les frontières. Et donc j'ai fait appel à François Gémen, et on a rédigé ensemble un texte en 10 points, 10 bonnes raisons d'ouvrir les frontières. Alors ça a fait beaucoup de réactions de toutes sortes, évidemment, très contre, évidemment, et plutôt intéressés. Mais quand je parlais tout à l'heure de la question de l'hospitalité avec toutes ces ambiguïtés, si on regarde dans le détail, qu'elle contient, ne trouvera de relais que dans le droit à l'échelle mondiale. C'était en très grande partie de ça que je parlais. C'est-à-dire, il faudra bien arriver un jour, alors quand on dit ça, on a toujours l'air un peu... On parle pour la postérité, mais pas du tout, je parle pour maintenant, mais simplement, il faudra bien qu'un jour, si c'est encore les États-nations, 189 je crois, qui s'occupent du monde, les États-nations, ou si c'est des entités régionales, les entités régionales, s'occupent de cette question de l'égale circulation de tout le monde, de l'égale liberté de circulation de tout le monde, ce qui ne veut pas dire la disparition des frontières. C'était juste ce que je voulais reprendre un petit peu, parce que je pense que les frontières, c'est la chose la plus naturelle qui existe au monde. Quand je dis naturelle, c'est en fait la plus sociale, la plus anthropologique. On a besoin de l'autre pour se reconnaître, et donc pour se reconnaître les uns les autres, on a besoin d'un lieu qu'on appelle la frontière, qui est le lieu de la rencontre, du partage, le mur étant le contraire de la frontière, puisqu'on ne voit pas l'autre. Et donc, je ne pense pas que la question soit celle de la suppression des frontières. Et souvent, quand on parle de liberté de circulation, de gestion de l'égale mobilité pour tous, les opposants à ça vous disent « Ah, mais vous êtes pour la disparition des frontières ». Non, 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 pas du tout. On est pour le passage des frontières. Et c'est quelque chose de très différent. Si on veut, en gros, voilà, si on veut que le monde fonctionne comme un monde, dans toute la rondeur de la planète, comme disait le philosophe Emmanuel Kant, puisque la Terre est ronde, il faut bien qu'on s'entende, puisqu'on va toujours se rencontrer les uns les autres. Si on veut que le monde fonctionne comme monde, eh bien donc il faut que nous nous mettions tous sur la table pour organiser cette liberté de circulation de tout le monde. Et là, on verra, comme ça a été dit, je crois, peut-être dans un autre débat, je ne sais plus, on verra que la question principale qui se pose, c'est celle de la circulation des pauvres, c'est celle de la circulation des plus précaires, puisque tous les autres, nous et tous les autres qui ne sont pas dans la précarité et la pauvreté circulent très librement. Oui, les deux. Les petits textes de Global Justice, Nao rappelle ça très bien en disant, mais en s'adressant au public londonien et autres, en disant, mais vous tous, évidemment que vous vous promenez, évidemment que vous faites des touristes, évidemment que vous allez parfois vous installer ailleurs et tout. En clair, que derrière la question posée, il y a la question de l'injustice, de l'inégalité au cœur du monde. Il y a une dernière et une autre, voilà, une là. Oui, j'ai vu. Voilà. Bonsoir. J'ai découvert il n'y a pas longtemps l'existence d'un registre qui s'appelle le registre des citoyens du monde. C'est un ami qui m'a sorti sa carte. Il est un des premiers à avoir obtenu cette carte. Je voudrais savoir si vous connaissez ce registre, ce que vous en pensez, par qui ça a été créé, parce que l'ami en question est quelqu'un qui partage nos valeurs ici, donc je pense que... Non, vous ne connaissez pas? Et puis, alors, j'ai une autre question, une autre constatation, on va dire, à faire. J'ai l'impression que
je ne sais pas comment dire ça, mais la matrice aujourd'hui des problèmes qu'on vit, de la société qui semble devenir folle, c'est le système économique complètement fou, le capitalisme mondial qui embarque tout le monde. Tout est lié, quoi, les ventes d'armes. On vend des armes parce qu'il faut aller voler le gaz, le pétrole, les diamants en Guyane. Enfin, j'ai vu le film sur le fleuve Maroni, c'est fou, quoi. On est dans un système complètement fou et ça semble dominer tout le reste. Comment on en sort? Ce sera une bonne question pour la fin. Il y a une main ici, là-bas, monsieur, ici, là. Ouais, deux mains, même deux mains là-bas. Voilà, ce sont les dernières. Je souhaitais juste, avec retard, vous apporter une petite précision par rapport à ce que disait Edoui Plenel tout à l'heure à propos de l'Allemagne et d'Angela Merkel, pour laquelle je n'ai pas de sympathie politique particulière, mais juste rappeler qu'effectivement, son père était pasteur protestant, mais aussi que sa mère était d'origine juive polonaise, je crois. Et donc, je pense aussi, sans vouloir tout rationaliser, que cela aussi, peut-être son histoire de mixité culturelle, explique aussi sa position. Voilà. Une autre main. Oui, moi, c'est une question. Bon, j'ai bien compris, Frontex, c'est un mur sur la mer. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, l'ordre aurait été donné aux bateaux qui constituent ce mur sur la mer de ne pas intervenir dans le sauvetage. C'est ça? Alors, dans ce cas, ne doit-on pas considérer qu'il y a là véritablement constitution de crime contre l'humanité? Parce que le droit de la mer fait obligation aux bateaux de porter secours, quelle que soit leur fonction, que ce soit des navires de pêche, que ce soit des navires de guerre ou que ce soit des navires de commerce. Alors, les navires de Frontex n'opèrent pas forcément dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne, c'est-à-dire au-delà des 12 000, ce sont les eaux internationales. Nous, on opère entre 14, 20, 30 000 des côtes libyennes. Les navires de Frontex, ils naviguent entre le Portugal et la Grèce. Du coup, ils ne sont pas là quand on a besoin d'eux, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas aux appels, ils ne sont pas aux alentours. Alors, je vais vous poser à... Allez-y, pardon. Oui, et aussi, il ne faut pas formaliser le mur à Frontex. C'est-à-dire, il y a aussi... en fait, le fait que vous parliez de juridiction, est-ce qu'il n'y a pas moyen de saisir une juridiction pour juger ce qui se passe en mer? C'est vrai que moi, quand j'étais sur l'eau, je me demandais si les forces... Un groupe, une milice parmi d'autres en Libye est armée par l'Union européenne et qu'elle intervient dans les eaux internationales pour faire du refoulement à la frontière, oui, il y a de quoi porter plainte, je pense. Et il y a des exemples aussi de bateaux qui n'ont jamais été secourus. Il me semble que c'était en 2011, pendant le printemps arabe en Libye. Et c'est une situation qui est très bien documentée et qui a été portée devant des cours de justice. Là, je ne suis pas spécialiste, mais je ne sais pas s'il y a eu un rendu de justice. En tout cas, même si j'ai l'impression qu'on peut saisir des juridictions, mais ça ne touche pas tout le monde, quoi, même si on est en tort, quoi. Ok. On arrive un peu au terme. Je vous propose toutes et tous qu'on essaye de répondre au fond, la question posée par Madame, en disant comment on en sort, comment échapper à ce sentiment de fatalité par rapport aux lourds engins, même si petits grains de sable, on essaye non pas de les enrayer, mais d'arriver à dévier un peu le cours. Comment on en sort? Qui veut commencer? Moi, j'ai une idée, mais je vous laisse d'abord y aller. Je dirais il faut déjà pouvoir se regarder dans sa glace, c'est-à-dire dire j'ai fait ma petite part, j'ai été le grain de sable. C'est le colibri, ça. Voilà. Et puis après, je pense que tous les petits grains de sable, s'ils se mettent ensemble, on va arriver à quelque chose. Bon, c'est déjà une réponse. Félix?
On a parlé tout à l'heure du droit. Il y a le droit de l'homme qui est là. Mais je crois qu'il y a quand même, nous, pays d'outre-mer, aujourd'hui, on croit beaucoup plus au droit humain, qui est fondamental. Et je crois que cette inégalité qui existe, même si le principe d'égalité fonde notre société, elle est présente, elle est injuste, elle contribue à construire ce regard méfiant, des fois ce regard méchant aussi. Et dans tout ça, je crois que nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre responsabilité. Et là où chacun s'y trouve, dans sa différence, dans sa diversité, nous avons cette responsabilité de partager cette parole de la paix. Vous voulez ajouter quelque chose? On a les cartes en main, c'est à nous de décider. J'ai pas le mot de la fin pour sauver le monde, je suis désolé. Mais... Bon, ok. Michel? Non, moi, je voudrais juste revenir sur un commentaire ou une question tout à l'heure à propos de l'Allemagne et dire que ce qu'il y a aussi de particulier dans ce qui se passe en Allemagne et qui est intéressant, outre la biographie d'Angela Merkel, qui effectivement est un cas intéressant, c'est le comportement de l'État avec le monde associatif. Parce que comment est-ce que ça a été possible en Allemagne de recevoir dans des bonnes conditions 1 million de personnes, alors qu'en France, on nous a dit, mais 10 000, ça ne sera pas possible, 20 000, pas non plus, enfin bon, etc. Ça a été possible parce qu'il y a eu une incroyable collaboration entre l'État et les associations. Et moi, je me suis retrouvé en Allemagne à débattre avec des collègues allemands et à leur raconter un petit peu les conflits autour de la question de l'hospitalité et de l'asile et du rôle de l'État et du rôle des associations. Ils me regardaient avec des yeux tout ronds comme ça et ils me disaient, mais d'où est-ce que vous parlez? De quelle planète est-ce que vous parlez? Par exemple, une des choses, juste un exemple, des choses qui se fait et qui est quand même très très intéressant quand on parle d'hospitalité, mais on pourra développer les commentaires après. En Allemagne, lorsque un migrant, un exilé qu'on a une personne, un hôte qui lui dit, ben voilà, je suis d'accord de t'accueillir chez moi, voilà quelle est la chambre, dans quelles conditions, si l'accueil, si le logement est dans des bonnes conditions, et si tout le monde est d'accord, alors l'État paye le loyer. Et donc ça change tout, parce que l'État paye le loyer et on change de registre, on passe de la bonne volonté, et aujourd'hui on est en train de faire appel à la bonne volonté de toute la société en disant, il y a besoin de solidarité. Et là, on passe de la bonne volonté à quelque chose où l'engagement de la société est toujours là, mais c'est aussi un droit du migrant, parce que l'État reconnaît ce droit-là. Et donc, voilà, un exemple parmi d'autres, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres en Allemagne, où ça change tout, quoi. Ça change tout quand on a ce rapport-là entre l'État et le monde hospitalier et le monde associatif et les personnes hospitalières. Une dernière parole venue de la vallée, non? Non? Bon, ça va? Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit très attentif. Là, il se joue quelque chose de fondamental. De solutions, non, je crois qu'on n'en a pas de toutes prêtes de notre poche. Je ne crois pas à la révolution avec un grand R. Je ne sais pas si j'y ai cru un jour. Mais faire pencher la balance. Et là, on est vraiment, je pense, à un moment critique. Voilà, donc quoi dire que d'être de plus en plus nombreux, de se fédérer. Il y a une marche européenne qui va être organisée. Elle devait avoir lieu cet automne. C'est probablement reportée au printemps prochain. Il faudrait qu'il y ait plein de monde, quoi. Voilà. Merci à tous. Je pense que tout ce qui a été dit là, tous ces témoignages, et par rapport
y compris le côté un peu grave parfois. Je pense que ce qui est en jeu d'abord, c'est justement de sortir du sentiment de fatalité, que tout est imbriqué, que c'est trop lourd, que voilà, il y a cet argent sans frontières qui circule à nanosecondes, qui crée tous ces désastres. Il y a ces grosses machines étatiques qui sont hors de portée. Et je pense que pour sortir de ce sentiment de fatalité, ça ne se joue pas en effet dans des beaux discours et dans des généralités, ça se joue par la pédagogie de l'exemple, la pédagogie du courage concret, ce courage simple de résister, d'agir, de tendre la main, ce courage qui ne se prend pas pour du courage, qui est simplement d'être au rendez-vous de soi-même et de son humanité. Je pense vraiment que les actions qui sont menées et qui ont témoigné là nous redonnent du courage. Elles ne nous accablent pas, elles ne nous disent pas c'est compliqué, elles nous montrent que c'est possible, que l'on peut faire, que l'on peut agir, que l'on peut bouger les choses. On citait et on disait qu'il y avait cette université européenne des mouvements sociaux d'Attac au même moment. Rappelez-vous, Attac aura 20 ans dans un an. Quand Attac s'est créé en 98, personne ne parlait de la financiarisation du monde. En prenant cette question par la taxe sur les transactions financières, Attac a mis à l'agenda de nos sociétés des questions globales. Évidemment, la richesse volée des nations, l'évasion, la fraude fiscale, les paradis fiscaux et tout ce qui va avec. En clair, de sortir de l'indifférence. C'est le premier point. Et le deuxième point qui rejoint la question du droit, qui n'est pas une question froide et technique. Car au fond, qu'est-ce qui est en jeu dans le droit quand on imagine « nous naissons libres et égaux en droit », quand on construit des droits humains, quand on construit des droits universels, quand on protège des gens qui sont les apatrides, les gens déplacés, tous ces enjeux qui ont eu lieu et qui étaient au cœur du combat contre les totalitarismes, qu'est-ce qu'on construit derrière le droit, derrière cette exigence du droit et de à la fois sa défense et son invention? C'est un imaginaire. En clair, il nous faut un nouvel imaginaire de notre monde. Ceux qui plaident pour le repli, pour la clôture, pour la fermeture, ne sont pas dans notre monde. Ils défendent une régression par rapport à ce monde qui est inextricablement interdépendant, où nous sommes liés au monde, où dans nos mots, dans notre culture, dans notre nourriture, dans notre imaginaire, dans nos produits, dans tout ce qui nous anime, il y a le monde avec nous. Et en fait, si l'on cède à cela, si l'on cède à cette vision régressive, qui n'est pas seulement portée aujourd'hui par les extrêmes droites, qui a gagné le champ idéologique, culturel. Rappelez-vous, c'était en 2007, il y a 10 ans, un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et qui donne ensuite le discours de Grenoble, la déchéance de nationalité, laquelle est reprise en 2015 face aux attentats. Ça n'a pas de frontière idéologique. Ce ministère, c'était sous Sarkozy et celui qui l'a créé, animé, était un transfuge socialiste. Et nous savons bien, et vous y avez fait allusion tout à l'heure dans le mouvement associatif, comment il peut y avoir cette tentation du repli. C'est compliqué. Ah, l'Europe, c'est très loin et elle est au service de la finance, donc on serait mieux chez nous, on serait mieux entre nous. Eh bien, ce discours-là ne nous protégera pas. Il ne fera que la courte échelle à ceux qui ont fait ce bateau criminel. Non pas eux, mais les autres. On en parlait, bien sûr. Ce bateau identitaire, ce bateau de la clôture, de la fermeture, tout le contraire de la bonté, de la beauté, comme disait Édouard Glissant dans Quand les murs tombent, sont manifestes contre ce ministère mûr. En clair, cette question-là a empoisonné profondément notre débat public en France. Et c'est une des raisons de la démobilisation, de la honte, comme le disait mon confrère Dominique Vidal tout à l'heure. Et donc, il nous faut défendre cet imaginaire. Douarnenez, son festival en est évidemment l'incarnation, mais le défendre comme un imaginaire concret, pratique. Et les actions juridiques, les actions citoyennes, l'hospitalité et le droit, tout cela nous dit il y a des possibles comme cela. C'est important, ce n'est pas secondaire que l'ensemble des organisations des droits humains,
le défenseur des droits, monsieur Toubon, qui ne disait pas cela il y a 20 ans. Donc, il faut faire, quand je dis l'humanité, son propre et de se déplacer, eh bien parfois aussi, de se déplacer de ses préjugés, de se déplacer de ce conservatisme, d'avoir un jour rendez-vous avec sa propre humanité. C'est ça les moments essentiels. En clair, cette question de notre attitude par rapport aux exilés, aux migrants, aux réfugiés, à tous les déplacés, est une question où se joue notre propre sort. Notre propre sort dans ce monde interdépendant qui est le nôtre, car notre pays en témoigne plus que d'autres. Étant quoi? Nous l'avons dit avec notre ami de Guyane. Nous sommes ce pays qui est fait de ce tout monde toujours aujourd'hui, qui a en effet le plus grand domaine maritime du monde, qui est de la Nouvelle-Calédonie à la Guyane, en passant par les Antilles, qui est au cœur de la créolisation du monde. Et donc, c'est une question politique concrète, celle-là. Et être au rendez-vous sur cette question des migrants, des réfugiés, c'est être au rendez-vous du plus profond de nous-mêmes. Quand François Vallat, le président des SOS Méditerranée, dit à la fois on est des marins et on ne fait pas de distinction et on sauve quelqu'un qui est en train de se noyer, et quand il dit sur le même ton paisible, après avoir démonté tous les arguments sur l'appel d'air, parce qu'on dit l'appel d'air à Calais, on dit l'appel d'air pareillement pour les bateaux, et il montre très concrètement que ça ne veut rien dire, etc. Et il dit, oui, quant à nous, nous sauvons notre âme, virgule, l'âme de l'Europe. Et moi j'ajoute l'âme de la France, de notre pays. Et enfin, pour terminer, ça a été dit tout à l'heure, c'est une très vieille histoire, et nous parlons de marins et nous parlons de la Méditerranée. Vous savez que quand Ulysse revient à Ithaque, après avoir pérégriné avec ses marins, Athéna, parmi les dieux de l'Olympe, fait que Ulysse, qu'elle protège, elle le salit, elle lui met des guenilles, en guenilles. Il est un mendiant, il doit être méconnaissable. Et évidemment, il veut tester ce qui s'est passé en son absence, avant d'avoir le moment clé avec Pénélope et ses prétendants, qui va massacrer, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup, il veut voir, et donc il est voilà, c'est notre migrant, c'est notre réfugié, c'est notre exilé. Et évidemment, les gens de son monde, des puissants, le rejettent, disent « Oh, il sent mauvais, qu'est-ce qui vient ça? C'est l'étranger, qu'il reparte et tout. » Et comme vous le savez, dans l'Odyssée, c'est un porcher qui sale comme ses porcs, il est là, avec qui le reconnaît. Et alors, Ulysse lui dit « Mais pourquoi toi? Pourquoi toi, tu m'as tendu la main ?» Et l'autre lui répond « Étranger, je n'ai pas le droit. Quand même viendrait quelqu'un de plus miséreux que toi de manquer de respect envers un autre. Ils sont de manquer de respect envers un autre. Ils sont tous envoyés de Zeus, étrangers et mendiants. Or, dans le panthéon grec, il y a une figure de Zeus, qui est Zeus hospitex, Zeus hospitalier. Et cette idée que se rappelait Vernon, qui lui-même était helléniste, après avoir été un très grand résistant à Toulouse, un compagnon de la Libération, communiste critique ensuite, Vernon disait, c'était cette figure qui faisait que quand un mendiant, un étranger, un migrant frappe à ta porte, si tu ne la lui ouvres pas, attention, attention, et cette crainte-là est une crainte positive. Attention, tu fermes peut-être ta porte à Zeus et crains la colère de Zeus. Et voici ce que Vernon ajoutait, qui nous concerne dans ce moment où le repli menace, où les logiques identitaires sont là, et c'est notre adversaire le plus tenace. Non pas l'identité relation, mais l'identité de clôture. Non pas l'identité du lien, mais l'identité de fermeture. Pour qu'il y ait véritablement un dedans, et cela rejoint ce que disait Michel sur la frontière, car la frontière, ce n'est pas un mur, en effet, c'est un passage. Pour qu'il y ait véritablement un dedans, encore faut-il qu'il s'ouvre sur le dehors pour le recevoir en son sein. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui, ce que vous avez tous fait ici au festival. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact,
l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. Bref, vous savez toutes et tous ce qu'il nous reste à faire. Merci. C'est filmé? Alors on peut retrouver, et dites-le à ceux qui n'ont pas pu être là, l'intégralité des débats qui ont été filmés sur la page internet du festival. Donc le streaming à l'heure de la révolution numérique, c'est le partage et ça démultiplie les audiences, donc les mobilisations, donc les militances.